Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Clanche, le podcast qui ouvre la porte des entreprises. Et une fois n'est pas coutume, on enregistre ici dans l'agence 11 et on passe un gros big up à Simon pour le soutien dans la partie logistique et matériel de cet enregistrement de podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Ludivine Meunier, fondatrice de Sequoia, une structure qui révolutionne la relation humaine dans le domaine de la santé. Bonjour Ludivine, comment ça va ? Bonjour Thomas, ça va très bien, merci. Alors, je crois savoir que c'est ton tout premier podcast. Ouais, c'est vrai. Alors, on va parler de ton activité. Le rituel, pour commencer, c'est de te présenter en quelques mots. Est-ce que tu peux nous parcourir justement ce parcours aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui ? Moi, je suis donc maman de 3 enfants. Je suis aussi infirmière de formation et de par mon expérience personnelle et professionnelle, j'ai créé Sequoia en 2016 qui est venu combler un vide, notamment dans le domaine de la santé où l'humain, les relations humaines sont très mises à mal malgré finalement le lieu et l'endroit dans lequel les soignants peuvent évoluer et les patients peuvent évoluer. Il y a un vrai manque de considération de l'humain. Donc voilà d'où tout ça est parti. Et avant Sequoia, qu'est-ce qui t'a fait amener du coup vers cette création d'entreprise ? Parce que du coup, tu as aussi un lien avec la santé avant. Ouais. Alors avant la santé, j'ai toujours aimé les relations, en fait. C'est vrai que j'ai fait une première année de médecine. J'avais vraiment cette envie d'explorer l'humain. Et c'est vrai que tout l'aspect technique m'a très vite ennuyée, en fait. Moi, ce que j'aimais, c'était les relations. J'ai travaillé un petit peu en réanimation, en soins intensifs. Et les patients dormaient, c'était pas très marrant. Donc voilà, j'ai tout de suite plutôt privilégié des services et un métier dans la relation. Quand j'étais étudiante, je travaillais dans une brasserie les week-ends et c'était un job que j'adorais parce qu'on passe notre temps à échanger avec les gens, à s'intéresser à qui ils sont. Et voilà, ça a toujours été un peu mon leitmotiv dans la vie. Et qu'est-ce qui a été le déclencheur pour créer Sequoia, de vraiment placer l'humain au cœur du projet ? Mon expérience en oncologie. C'est vrai que j'ai travaillé en oncologie et dans différents services, à la fois à l'hôpital comme à domicile. Et en oncologie, c'est une spécialité où on est face à la mort, donc face aussi parfois à l'échec de traitement. Donc quand on n'a plus de traitement, quand on n'a plus que en gros sa vie à regarder devant soi et ce qu'on a fait, on se rend compte qu'il n'y a plus que l'humain qui prime. C'est-à-dire que c'est les relations avec les soignants, c'est les relations avec sa famille, c'est les relations qu'on a avec le monde et pour lesquelles en fait en tant que soignant on n'est pas formé, on n'a pas d'outils. Donc je me suis retrouvée très vite démunie par rapport aux moyens techniques que j'avais pu avoir en formation. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour avoir des tips, des petites choses qui pourraient nous faciliter la vie aux jeunes qui arrivent en fait dans le métier de l'accompagnement, du soin. Et c'est comme ça que je me suis penchée sur la communication, sur la PNL, sur l'hypnose, sur comment apaiser les relations, comment améliorer la relation à l'autre. Et puis, de fil en aiguille, voilà. C'est quoi les principaux défis que tu rencontres toi aujourd'hui avec les professionnels de santé pour justement faire évoluer ces ressources humaines ? Parce qu'on est dans un secteur qui est vraiment sous tension depuis quelques années et qui s'accentue, j'ai envie de dire, en ce moment. L'acceptabilité. C'est-à-dire que tout le monde a parfaitement conscience des problématiques qu'il peut y avoir. Comme tu dis, c'est sous tension, que ce soit d'ailleurs au niveau des soignants, comme au niveau des patients, donc à la fois au niveau du système comme au niveau des individus. Mais en même temps, il y a une difficulté, je trouve, il y a une prise de conscience qui est là, ça c'est clair, il y a une difficulté à changer. C'est-à-dire que c'est un peu comme le train qui est lancé à pleine vitesse et en fait, le système fait qu'on le fait accélérer de plus en plus, mais à aucun moment on se demande comment est-ce qu'on peut freiner, comment est-ce qu'on peut regarder ailleurs. Et donc, ce qu'on peut avoir comme frein et comme difficulté dans les services et dans les structures avec lesquelles on travaille, c'est on a toujours fait comme ça, comment est-ce qu'on pourrait faire autrement, ça va être difficile, le virage est dur à prendre. Voilà, c'est plutôt ces choses-là.
tu proposes une approche qui est basée sur un diagnostic individuel et systémique. Ouais. Concrètement, ça consiste en quoi pour améliorer ce qui est proposé aujourd'hui? En fait, on va faire un diagnostic des facteurs humains, c'est-à-dire qu'on va analyser ce qui est intrinsèque à l'individu et bien au-delà de ses compétences, de ses comportements, c'est ses stratégies. Concrètement, alors le mot stratégie, il a en plus une connotation, donc c'est quels sont les mécanismes, on va dire plutôt, qui vont faire qu'il va avoir ce comportement ou qui va avoir ce fonctionnement. Et de ce diagnostic-là, nous, on va éclairer le patient sur ce qui est important pour lui, enfin le patient ou l'individu en entreprise, mais ce qui va être important pour lui dans ses modes de fonctionnement et comment l'entreprise peut s'adapter et comment en santé, comment le parcours de soins, le parcours clinique qui est mis en place au niveau médical et paramédical va pouvoir s'adapter aux patients. Voilà. C'est vraiment un diagnostic des facteurs humains. Et les premiers retours que tu as eus par rapport à l'outil, les gens étaient surpris, ils ont été contents, c'était quoi leur réaction? Comment tu les... Alors en premier, c'était sceptique. Parce que c'est comme quand on invente un nouveau truc, au début on se pose la question de est-ce que c'est pertinent, est-ce que ça marche, d'où ça sort. En plus, je suis pas médecin, j'ai pas de doctorat en sciences, dans des études scientifiques académiques, donc forcément, je suis qu'infirmière. Et ça, à un moment donné, oui, le côté sceptique a été compliqué. Après, l'autre côté, c'était aussi le temps. Parce que, en fait, la méthode Sequoia, c'est un diagnostic efficace et rapide. Donc, à partir du moment où c'est efficace et rapide, on se demande pourquoi on ne le faisait pas avant. Donc, pareil, ça renvoie à du scepticisme. Et puis, ça, c'était les principaux freins. Et puis, en plus, après, c'est la mise en place. C'est-à-dire que... mettre en place auprès des patients des équipes de soins, c'est pas qu'est-ce que ça va vraiment nous apporter, qu'est-ce que ça va vraiment changer. Puis, quand on a passé cette barrière-là, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que les retours qu'on a après le test, en fait, les gens qui essayent, le tout c'est qu'ils essayent, c'est de se dire, ah bah oui, en fait, ça change vraiment la relation qu'on a avec le patient, on a plus de facilité, on a des outils, en fait. Ça leur donne vraiment l'outil dont moi j'ai eu besoin en tant que soignant, c'est de savoir, avec ce patient-là, comment est-ce qu'on fait ? Avec cet humain-là, qu'est-ce qu'on fait ? On est capable, avec des imageries, avec des prises de sang, avec des bilans de compétences en entreprise, de savoir exactement comment intégrer quelqu'un dans une formation et comment intégrer quelqu'un dans un parcours de soins. Par contre, on ne sait pas comment humainement s'adapter. Donc, le diagnostic Sequoia et nos comptes rendus, ils peuvent vraiment aller combler ce manque-là. Est-ce que tu penses aussi qu'il y a eu un avant et un après Covid par rapport à la situation de tension des soignants? Il y a de plus en plus on parle de burn-out, de gens qui arrêtent en fait leur métier et qui changent complètement de voie. Est-ce que tu penses que c'est aussi lié à ce manque de communication, de climat qui peut être parfois tendu entre les soignants et les patients et même le système en fait, au final? Alors, le Covid, la crise Covid, oui, il y a eu un avant, un après. Il y a eu un avant, un après parce que je pense que je te parlais du train à grande vitesse tout à l'heure, on a été obligé de s'arrêter, ou au moins de ralentir. Et ce ralentissement, il permet une prise de conscience, il permet une prise de hauteur, il permet, quand on prend de la hauteur, on voit ce qui se passe, on voit où on va. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le domaine de la santé qui ont pris conscience de là où le train les emmenait. Et c'est pour ça qu'il y en a plein qui sont descendus. En se disant, on va peut-être faire autre chose parce que ça ne correspond plus à ce qui nous a appelés en choisissant ce métier. Donc aujourd'hui, la problématique, je trouve, en santé, c'est la reconnexion au sens, en fait. Quand on choisit un métier de soin, je reste persuadée que c'est parce qu'on a envie d'améliorer le quotidien l'un de l'autre, qu'on a envie de prendre soin, que ce soit d'ailleurs au niveau médical ou paramédical, on a ce souhait d'aider l'autre à guérir, d'améliorer son quotidien. Et en fait, quand le système fonctionne comme il fonctionne aujourd'hui, il ne répond plus à ce besoin-là. Il ne répond plus à cette idée de sens. Donc, à la fois au niveau des soignants, qui sont le premier symptôme pour moi, puisqu'il y a eu cette fuite de personnel où il y a une vraie difficulté de recrutement aujourd'hui. Et là, on le ressent aussi au niveau des patients, c'est-à-dire que les patients ont une problématique de confiance au système de soins où
où Google, l'IA, on pose la question de quel traitement il faudrait pour quelle pathologie. Et en fait, la technologie, c'est aussi répondre. Donc, c'est des patients qui vont poser des questions, qui vont remettre en question aussi les diagnostics des médecins, qui vont avoir une certaine curiosité intellectuelle qui peut déranger et qui fait vraiment bouger les lignes. Donc, il y a deux problématiques pour moi aujourd'hui en santé. C'est le côté du système où ramener du sens, c'est important. Et aux patients aussi, c'est lui ramener du sens. Et ça passe par le fait d'être acteur de son parcours. On ne remet pas son corps à la science, en fait. Et ça, c'est une nouveauté. Pour travailler dans la santé, tu penses qu'aujourd'hui, c'est un choix qui peut être fait après une réflexion par rapport à des études, etc. Ou est-ce que c'est une vocation, comme toi, tu as pu l'avoir? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit avoir en nous ou qui se construit au fil de terme, ou les deux, au final? Je pense que ça peut être les deux, ça dépend. Parce qu'en fait, le soin, c'est quoi? C'est la relation, en fait. C'est la relation à l'autre. Et je pense qu'on peut l'avoir soit parce qu'on le sait intérieurement, soit par de l'expérience où on se dit finalement c'est ça qui marche. Donc il y a les deux. Après, je crois qu'aujourd'hui on a un double défi, c'est-à-dire que la génération qui arrive, qui est beaucoup smartphone, beaucoup réseaux sociaux, beaucoup en dehors de... Enfin, pas en dehors, mais en distanciel de cette relation humaine, ça va être très certainement plus difficile pour eux, en fait, de se reconnecter aux liens et de créer du lien, mais du vrai lien, en fait. Donc, tout comme on peut mettre en place des formations pour l'IA et des formations à la technologie, je pense qu'on peut aussi mettre des formations pour les relations. C'est quoi la plus grande idée reçue que tu as déjà entendue sur justement cette relation entre le monde médical, le soignant et les patients? Alors là, c'est la distance thérapeutique. C'est un oxymore pour moi, c'est-à-dire que... Ça veut dire quoi? C'est deux choses totalement contradictoires, c'est-à-dire que la distance thérapeutique, ça veut dire c'est soigner en étant distant. Donc ça veut dire c'est soigner sans lien, ou en se mettant le plus loin possible du lien, en créant de la distance, et en fait, on peut pas soigner si on n'est pas avec son cœur, on peut pas être dans la relation si on l'est pas entièrement, en fait. Et c'est un principe qui est enseigné aussi bien dans le paramédical que dans le médical, parce qu'on a eu cette idée très longtemps de se protéger de nos émotions, alors qu'en fait, c'est ce qui fait toute la différence entre un médecin et un soignant qui prend son patient dans sa globalité ou qui ne le prend que sur le plan technique. Donc, mais voilà, après, c'est, je pense, une évolution aujourd'hui du monde, c'est-à-dire qu'on a poussé énormément aux avancées technologiques dans tous les domaines qui soient, en mettant de côté de plus en plus l'humain, en se disant la science va faire, la science va faire, la science va faire. Et aujourd'hui, maintenant qu'on a ces fameuses intelligences artificielles qui arrivent, on s'est dit où est-ce qu'est l'humain, où est-ce qu'on va le mettre? Et c'est là qu'on a toute notre place. Donc pour moi, c'est vraiment le challenge, il est là, c'est-à-dire c'est remettre de l'humain tout en ayant parfaitement conscience et en intégrant parfaitement toutes les avancées scientifiques qu'on peut faire. Mais c'est vraiment notre rôle aujourd'hui et le rôle des soignants dans le futur, je pense, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu mettrais en place justement pour faciliter ce système-là, pour justement accompagner les soignants à avoir cette meilleure relation avec les patients? C'est avoir plus de temps, c'est avoir plus de solutions, c'est avoir plus de ressources? C'est les aider à se reconnecter au sens. Et ça passe par un travail individuel. C'est changer le système. Et je pense que la baguette magique, elle aurait surtout un intérêt sur c'est repositionner, je pense, la question de l'argent dans le système. Parce que c'est finalement l'argent qui aujourd'hui déconnecte du sens. C'est-à-dire qu'en santé, surtout, c'est ça qui est assez contradictoire en plus en France, c'est que à la fois tout est gratuit et en même temps tout est très cher. Ouais. Et en fait, les patients sont déconnectés de la réalité du prix, alors que du côté médical et du côté pharmaceutique et laboratoire, on est plutôt déconnecté d'une réalité dans l'autre sens. C'est-à-dire que tout est exorbitant, tout est excessivement cher. Et je pense que si on décorrèle l'argent de tout ça,
mais vraiment pour de vrai, pas en faisant comme si auprès des patients, en disant que oui, tout est pris en charge, tout est gratuit, on remettrait du sens. Dans d'autres pays, où on est d'ailleurs beaucoup moins bien couvert qu'en France, il y a un engagement thérapeutique qui est totalement différent parce que le patient se sent investi et les équipes médicales se sentent investies. Enfin, il y a un investissement qui est différent parce qu'il y a une prise de conscience du sens. Justement, tu as des exemples de pays que la France pourrait suivre pour avoir une évolution? Alors, je pense que c'est plus complexe que le niveau pays. Plus au niveau culturel? Oui. Alors, je pense qu'il n'y a pas une culture ou un pays qui vraiment fait la différence, puisqu'un pays, finalement, c'est une entreprise. Donc, ça dépend de tellement de choses et pas que des individus. Il y a... Aux États-Unis, ils ont cette ouverture-là, qui peut-être est d'ailleurs en train de changer en ce moment, mais c'est une ouverture sur l'apport des thérapies brèves, l'apport de l'individu un peu décorrélé du tout-puissant médecin qui sait tout et qui va décider de tout. Après, sur les pays du Nord, on est aussi beaucoup plus à intégrer le patient. Et si on va sur le côté oriental, on va carrément sur les pays d'Asie, où là, la réflexion en santé est totalement inversée. C'est-à-dire qu'on ne va pas traiter le symptôme, mais on va traiter l'origine des problématiques et avec plutôt un côté prévention plutôt que curatif. Mais c'est exactement le même problème que dans l'écologie aujourd'hui, c'est-à-dire que à quel moment on a vraiment envie de mettre les freins, on a vraiment envie de s'investir et d'être responsable, parce qu'en fait il faut une société responsable, il faut une entreprise responsable, avec une prise de conscience réelle des conséquences de tout ce qui est mis en place. Le tri collectif, on sait le faire. Est-ce qu'on le fait tous? Est-ce qu'on le fait bien? Aujourd'hui, tant qu'il ne sera pas récompensé, on ne le fera pas. Tant qu'il ne sera pas sanctionné, on ne le fera pas non plus. Peut-être qu'en santé, c'est le même principe, en fait. Si on ne valorise pas les relations humaines et si on ne les sanctionne pas quand elles ne sont pas faites, je ne pense pas qu'il y aurait d'avancée sur ce point. Justement, pour valoriser le suivi que tu as mis en place avec les différents types de structures que tu accompagnes, donc hôpitaux, cliniques, entreprises du secteur de la santé. Est-ce que tu as une success story, une anecdote de personnes qui ont vu justement ce changement grâce à ta méthode, grâce à Sequoia? Alors on a travaillé avec un service dans le nord de la France, sur une spécialité qui est la chirurgie maxillofaciale, où là c'est vraiment une grosse chirurgie sur le plan technique. Donc pour l'aspect sur le plan de la chirurgie, donc pour le chirurgien c'est une chirurgie assez lourde. Pour l'équipe médicale autour aussi, en termes de surveillance, c'est aussi des patients qui vont avoir une modification du visage, une rééducation, des précautions à prendre en post-opératoire, en préopératoire. Ils peuvent pas faire de sport pendant quelques semaines, ils ont une alimentation liquide pendant 15 jours. C'est vraiment une intervention lourde. Et le fait que nous, on travaille en amont de l'intervention avec les patients, en les préparant donc à la chirurgie, à tout ce qui va dépendre d'eux, en fait, sur le plan des facteurs humains en post-opératoire, en préopératoire et en péropératoire, on a pu agir sur le stress de manière très efficace. Et en plus, souvent, c'est des ados. Donc, on a travaillé avec les parents aussi. Donc, ça permet aussi de travailler en systémie, d'accompagner aussi les parents. Et on a eu le retour des équipes médicales avec qui on avait commencé à travailler, qui nous ont dit, il y a nos collègues qui nous demandent ce qu'on fait parce qu'ils voient la différence par rapport à avant, et du coup, il faut que vous les rencontriez. Donc, c'était assez sympa de les rencontrer parce qu'il y avait du résultat. C'est plutôt on les rencontre avant, et là, on les rencontrait parce qu'il y avait du résultat. Et puis les équipes de soins à domicile qui suivent les patients ont pu aussi nous faire un retour en nous disant qu'il y avait une fluidité, que les patients récupéraient mieux. Et puis très récemment, on a fait un congrès et on a pu rencontrer les orthodontistes qui voient les patients a posteriori de la chirurgie, et qui nous ont dit voilà, je ne sais pas ce qui se passe ces derniers temps avec ce service-là, mais on trouve que les patients, ils adhèrent vachement au traitement qu'on a mis en place, ils sont mieux, ils acceptent vachement mieux aussi les modifications du visage.
Et quand on leur expliquait ce qui était en place, voilà, c'était sympa en fait d'avoir les retours avant de savoir ce qu'on faisait, quoi. D'avoir ces retours-là, c'est aussi motivant pour l'équipe que tu gères. Ouais. Parce que du coup, tu n'es pas seul pour mettre en place ce système-là. C'est une source de motivation d'aller encore plus loin dans ce qui est proposé. Ouais. C'est vrai qu'on a une équipe à qui moi je fais des retours dès qu'on a du positif. Hein. C'est essentiel, faut pas attendre. C'est trop important en fait, parce que c'est, comme tu dis, c'est très très motivant d'avoir des retours positifs. Ça nous permet aussi, nous, d'analyser, de retravailler des choses, d'optimiser, d'améliorer. Quand il y a aussi des retours qui sont un peu moins sympas, hein. Des fois, c'est des ajustements. Finalement, le patient, il faut qu'on le voit avant l'infirmière d'annonce. Voilà, après, c'était plus compliqué, donc on le voit avant. Donc, on ajuste aussi le moment auquel on intervient. Et pour les équipes, c'est le moteur, en fait. Hein. C'est ce qui nous... C'est le sens, hein. C'est pour ça qu'on le fait. Je reviens sur le sujet dont tu as évoqué tout à l'heure, cet essor, c'est l'IA, intelligence artificielle. Est-ce que tu penses que ça va être un plus pour les ressources humaines pour gérer ces interactions humaines, dans le sens où il y a énormément de données à traiter, mais d'un autre côté, il faut se libérer du temps pour justement les consacrer à la partie humaine. Est-ce que tu penses que c'est vraiment un plus qui peut être mis en place ? Oui, je pense que c'est même la clé aujourd'hui dans l'accélération qu'on vit, c'est de pouvoir un maximum digitaliser et utiliser l'IA pour soulager en fait tout le côté administratif que peuvent vivre n'importe quel individu dans son travail. Maintenant, aujourd'hui, ce qui manque, c'est une bonne utilisation, quoi. On n'a pas de mode d'emploi. On nous a mis des smartphones dans les mains, c'est extraordinaire, mais on n'a pas le mode d'emploi. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des addictions, il y a des difficultés à se décrocher de son téléphone, alors que on aurait eu le mode d'emploi, on l'aurait peut-être mieux utilisé. Donc je pense que oui, pour moi, c'est essentiel avec une bonne utilisation. À l'international, est-ce qu'il y a d'autres modèles ? On a parlé tout à l'heure d'autres cultures. Est-ce qu'en France, on est en retard ou on est dans le train, au final, qui correspond à l'évolution de la société par rapport à la santé ? Parce qu'on aime se plaindre en France. Hein. Oui. Voilà. Mais au final, on a une couverture. Est-ce qu'on n'est pas si mal ? On n'est pas si mal... parce qu'on ne subit pas la pression financière au niveau des patients. Donc on a cette pression-là en moins. Mais cette pression-là en moins, est-ce qu'elle ne ralentit pas le changement ? Par le bas, j'ai envie de dire. Parce que le patient qui n'est pas content, à un moment donné, il va râler. Et s'il râle, parce que c'est lui qui paye, on va faire les choses pour que ça change. Là, aujourd'hui, ce n'est pas lui qui paye. Donc, même s'il râle, on ne l'entend pas. Le fait qu'il y ait toutes ces plateformes telles que Doctolib, le fait que ça soit un peu comme si tu passes ta commande sur Uber Eats, en 2 clics, tu as ton rendez-vous, tu peux décommander. Il y a plus ce lien et c'est, comme tu dis, un peu cet engagement qui fait que tu penses que ça va vraiment aller dans le bon sens ou pas ? Après Doctolib, tout ça, moi je trouve que c'est des plateformes qui sont venues vraiment pour le coup digitaliser une partie qui n'était pas forcément nécessaire. C'est-à-dire que la secrétaire qui prend le téléphone, qui décroche et qui cale un rendez-vous au patient, il faut qu'elle soit disponible, il ne faut pas qu'elle ait 36 lignes en attente. Je pense que finalement ça c'est largement... transposable sur une digitalisation et c'est même plus facile pour le patient parce que à 23h s'il pense à prendre son rendez-vous au moins il le fait. Après on n'est plus sur la problématique comme tu disais de l'engagement, c'est-à-dire que je prends le rendez-vous, j'y vais. La responsabilisation. Ouais, je prends le rendez-vous, j'y vais et finalement Doctolib ils se rendent compte aussi qu'ils ont ils ont pas mal d'annulations aussi de dernière minute parce que les patients ils prennent rendez-vous, puis après ils ont pris un autre rendez-vous, et puis ils ont oublié, et puis voilà. Parfait Ludivine, on a quasiment fini cette première partie. Ça se passe bien. Ouais. On va passer sur le quiz de rapidité, de spontanéité. Donc tu as 2 choix, une réponse, et tu as quand même un joker que tu peux utiliser à tout moment. Ok. Allez, c'est parti. Empathie ou efficacité ? Efficacité. Écoute ou communication ? Écoute. Hôpital ou clinique ? Clinique.
Accompagnement humain ou digitalisation? Les deux. Une phrase qui t'inspire au quotidien? Ou un slogan Ce que je dis souvent à mes équipes, travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Et pour finir, la musique qui pourrait faire écho à Sequoia? Can't Stop the Feeling. Donc Justin Timberlake. Ouais, c'est ça. Ok, très bien, je valide. Pour ceux qui souhaitent te contacter, qui souhaitent en savoir plus sur la méthode Sequoia, sur les personnes que tu as accompagnées, etc., où est-ce qu'on peut trouver des informations? Alors, on a notre site internet, www.sequoia.com. J'ai mes réseaux. Maintenant, j'ai une super équipe qui les gère, donc on peut travailler à plusieurs et éviter d'oublier de répondre à certains. Non, voilà, je pense que si les gens ont des infos, j'arrive encore à répondre aujourd'hui. Est-ce que tu as un dernier message aussi pour les professionnels de santé ou les RH notamment qui nous écoutent? Restez optimiste. Parce que je sais que la période est difficile pour tout le monde, notamment en termes de recrutement, en termes d'engagement. Et je pense que des fois, il faut toucher le fond pour remonter. Donc garder le sourire. Ouais, ça va le faire. Et la dernière question, le rituel, c'est pour toi, c'est quoi une clenche? Parce que c'est le nom du podcast. Je crois qu'en Lorraine, la clenche, on dit que c'est ce qui permet d'ouvrir la porte. Et on ouvre la porte sur quoi, du coup, avec Sequoia? Sur l'innovation. Sur l'innovation, parfait. Merci beaucoup Ludivine pour cet épisode, pour nous avoir partagé ta vision, en tout cas sur le monde de la santé, sur l'innovation justement. On te retrouve donc, comme tu l'as dit, sur ton site internet Sequoia, sur les réseaux sociaux. Pour le prochain épisode de podcast de La Clenche, bien évidemment, vous pouvez le retrouver sur les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast, et bien sûr en vidéo sur YouTube, sur notre chaîne. Merci à toi Ludivine. Merci Thomas. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. À bientôt. À bientôt.